Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les grandes villes ont-elles encore un avenir? Entre flambée de l'immobilier, pollution, absence de verre, les métropoles, longtemps attirantes, semblent de plus en plus invivables. Alors, il faut aussi noter, et ça ne vous aura pas échappé, qu'est venue s'ajouter à tout ça une pandémie. Le Covid aura-t-il raison des métropoles? On parle souvent de la capacité de résilience des grandes villes. Sauront-elles cette fois encore relever la tête, et est-ce souhaitable? C'est la question que se posent les auteurs d'un livre collectif, Fragile Métropole, le temps des épreuves, aux presses universitaires de France, co-dirigé par Ludovic Fêtre et mon premier invité, le politiste Tanguy Le Goff, chargé d'études à l'Institut Paris Région. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, accompagné de la géographe Magali Reguetzazit, maître de conférence à l'École normale supérieure, membre du Haut Conseil pour le climat. Toujours. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment est né ce travail collectif? D'abord, Tanguy Le Goff. De quelle réflexion, de quel déclic? Il est né, c'est vrai, de ce constat qu'on a pu voir de ces métropoles à l'arrêt. On a été un peu fasciné par ces aéroports, ces métros vides, ces places désertées. Et on se posait la question, mais comment finalement un simple virus était-il capable de déstabiliser ces systèmes? Précisément ce que vous venez de dire tout à l'heure, qui était finalement présentés depuis plusieurs années comme des lieux attractifs, des lieux de grande robustesse. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils sont aussi des lieux de fragilité. Et c'est cet écart entre la représentation qu'elles véhiculent depuis plusieurs années et cette brutale mise à nu de leur fragilité qui était à l'origine de ce cahier. Quelle fragilité justement les métropoles, des métropoles. Cette crise du Covid a surtout révélé à vos yeux, Magali Reguetzazit. Alors, elle n'a pas forcément révélé, elle a confirmé en fait des indices qu'on avait et qu'on a quand on travaille justement sur les catastrophes qui peuvent frapper les villes. La première chose, effectivement, c'est cette tension, ce grand écart entre la représentation toujours réaffirmée que la ville, c'est le lieu de la sécurité. Depuis le Moyen-Âge, quand on vit en ville, on est à l'abri des remparts. Et donc la métropole, c'est le lieu où vous allez sécuriser par la technologie, par le fait d'être ensemble, par tout un tas de choses. On va sécuriser les investissements, la créativité, les personnes, etc. Et là, on se rend compte qu'elles sont fragiles. Mais comme on s'était rendu compte que Manhattan était fragile ou que New York était fragile face au cyclone. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on s'est rendu compte, peut-être là, en tout cas les pouvoirs publics et l'opinion, se sont rendus compte de la dépendance à un certain nombre de réseaux. Quand on prend les transports, puis tout d'un coup ça s'arrête. Le troisième point qui m'a semblé très important, c'est qu'on s'est rendu compte de tout ce qui fait vivre une ville, tout l'invisible. C'est tout le débat qui a porté sur ces gens qui devaient continuer à aller travailler, qui habitaient dans ces périphéries, même s'ils n'étaient pas très loin des centres. Et on le voit dans le livre, il y a toute une étude autour des quartiers, de la pauvreté et de la surmortalité dans certains quartiers. On a vu avec la première vague les inégalités, en fait. Les inégalités d'accès aux soins, les inégalités d'accès au logement, les inégalités d'accès à la santé, à la prévention. Et puis le dernier point, ça a été aussi de voir ces discours qui ont mélangé à la fois cet idéal de nature en ville. On redécouvrait les oiseaux, les renards qui venaient, on avait des photos de biches, etc. Et dans le même temps, ce besoin de modernité qui se cassait la figure, parce que quand même, dès qu'on a pu, on a repris la voiture, on a repris tout ça. Et donc, tous ces discours en fait contradictoires sur aussi les imaginaires. Les Parisiens partaient à la campagne. Ils allaient se réfugier à la campagne, comme il y a 2 siècles, on allait se réfugier dans les hauteurs quand il y avait les épidémies de peste ou de choléra. C'est assez drôle parce qu'on a un discours sur la ville qui est un discours qui relève vraiment des imaginaires occidentaux, européens. Et puis derrière, ces transformations quand même des métropoles qui rappellent qu'on ne travaille pas où on habite, qu'on ne consomme pas forcément là où on habite, qui rappelle les inégalités très fortes dans les villes qu'on ne voit pas, qui rappelle tous les exclus, qui rappelle que derrière la modernité, il y a le mal logement, il y a ces exclusions de l'accès aux services publics, à la santé, etc. Il y a ces fractures urbaines où à quelques rues, vous avez des quartiers très riches et puis juste à côté, des quartiers très pauvres. C'est passionnant en fait pour un chercheur de regarder ce qui se passe, parce qu'on était à la fois chercheurs et embarqués, et que finalement tout ce qu'on avait travaillé dans nos recherches, moi j'ai beaucoup travaillé sur les crues de la Seine, était en train de se réaliser sous nos yeux. Et moi je le regardais de façon un peu presque sidérée, parce que je me disais, mais même j'avais raison, quoi.
Et j'avais raison, et j'étais pas fière d'avoir raison, j'étais pas contente. D'ailleurs, cet aspect-là qui ressort du premier entretien avec le médiéviste Patrick Boucheron, qui dit finalement, c'est assez passionnant parce qu'avec ce moment-là, on a été traversé par l'histoire. Lui, en tant qu'historien, c'est ça qui l'a frappé, de dire je ne pensais pas vivre un jour cette période où je suis traversé par ce temps historique. Et lui qui a travaillé, c'est intéressant d'avoir ce regard historique, qui a travaillé sur cette pandémie de la Grande Peste en 1347-48, il nous dit, dans le fond, avec ce que nous vivons, ce que je viens de vivre, eh bien, c'est un élément qui va me permettre de mieux comprendre le travail de chercheur que je fais aujourd'hui. Mieux comprendre parce que, voilà, nous dit-il, il y a une grande interrogation que j'avais. On s'est toujours posé la question, mais ce système qui existait au XIVe siècle, fondé sur un pouvoir, une autorité ecclésiale, sur des pouvoirs politiques, sur une grande foi, tout ça, en dépit d'une population qui a été éliminée à plus de 50%, tout ça a tenu. De manière étonnante, rien n'a été ébranlé. Ni la foi, ni le roi, ni la loi. Et alors ça renvoie à la grande question qu'on se posait. Et le monde d'après. Peut-être parce que la mémoire des villes est aussi plus longue que notre propre mémoire humaine, et qu'elle a gardé en elle, ces villes ont gardé en elles des dispositifs, alors là je ne parle même pas encore de résilience, mais de résistance par rapport à des catastrophes ou des phénomènes pandémiques. Patrick Boucheron le dit en ouverture, et vous l'évoquiez, Tanguy Le Goff, c'est à quel point cette pandémie a révélé combien nous avions oublié que nous étions vulnérables. Cette crise, elle a été vécue comme une sorte de retour du refoulé de la ville, dit-il, qui avait oublié sa matérialité, sa fragilité, sa vulnérabilité. Pourquoi est-ce qu'on était si peu préparés, au fond, alors que l'histoire, et vous le dites, Magali Reguetzazit, également à l'instant Tanguy Le Goff, alors que l'histoire des crises et des périls, elle est longue, elle n'est pas nouvelle, et vous repartez notamment de la grippe espagnole de 1918, c'est pas si ancien. Alors il y a plusieurs raisons en fait qui se croisent. Il y a effectivement ces imaginaires urbains de la sécurité qui font que une catastrophe en ville, c'est pas possible. Juste pour vous donner un exemple, quand je travaillais sur les crues de la Seine, on me disait il ne peut pas y avoir d'inondation à Paris puisque c'est Paris. On ne peut pas inonder Paris. Parce qu'il va forcément y avoir à un moment donné des vannes qu'on va pouvoir ouvrir. On va forcément faire quelque chose. Il faut rappeler quand même que dans le passé, l'épidémie, la guerre, l'inondation, ce sont les maux qui menacent les villes. Et quand on arrive dans la ville moderne, toute la tradition hygiéniste va faire que la ville, c'est au contraire le sanitaire, la santé. Et là, on se rend compte que le fait d'habiter dans la proximité, ça nous contamine. Donc, il y a déjà un problème, voilà. Et puis derrière, il ne faut pas dire non plus qu'on ne savait pas. Ça fait des années qu'il y a des lanceurs d'alerte qui parlent des risques de pandémie. Rappelez-vous le SRAS. Rappelez-vous les épisodes autour de la grippe aviaire. Donc, on a des alertes sur les pandémies. Et c'est surtout qu'effectivement, on n'a pas voulu voir. C'est ce que dit très bien. C'est un refus de voir. C'est ça. La lettre volée d'Edgar Poe que nous rappelle Patrick Boucheron. Mais d'où la nécessité, et ça c'est ce que dit un autre historien, Frédéric Keck, dans vos colonnes. Lui, il plaide, et on s'en souvient, pour des sentinelles des pandémies. Il plaide pour un meilleur investissement sur la prévision, pour éviter aussi ce phénomène d'impréparation qu'on a connu là. Il faut imaginer, dit-il, les catastrophes pour mieux y faire face. Oui, c'est Frédéric Keck a écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle Les sentinelles des pandémies, où il essaye, dans le fond, à travers ce travail d'anthropologue, d'essayer de comprendre comment des territoires, et en l'occurrence Hong Kong et Taïwan, se sont constitués une identité, une nouvelle identité, une identité particulière, qui est une identité d'être des territoires sentinelles, c'est-à-dire des territoires qui sont dans le fond, à la frontière entre l'humain et le non-humain, et qui vont être en capacité de saisir les premiers signaux d'alerte. Il a fait vraiment un travail de recherche extrêmement important sur ces deux territoires, et il nous dit, on savait, et ces territoires s'y préparent de longue date, depuis une vingtaine d'années. Et d'ailleurs, les premières lignes de son ouvrage, qui a été publié avant même la pandémie, disaient « Nous allons être confrontés très prochainement à une prochaine pandémie ». Et il écrit bien avant. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que ces territoires qui s'y préparent, on évoquait Taïwan, on a un article qui a été fait par une jeune docteure architecte
architecte, et elle nous explique très bien comment il s'y prépare avec ses sentinelles des pandémies, mais aussi par un travail de mémoire des populations des pandémies qu'ils vivent. Alors, soit des pandémies, soit d'autres crises telles les tremblements de terre ou des inondations. Et ils ont acculturé leur population à ce risque. C'est une grande différence avec ce qui se joue aujourd'hui en France, où on n'a pas fait ce travail d'acculturation et de fait, d'une certaine manière, ce travail d'acceptation. Que vous disiez tout à l'heure, Magali, c'est en dehors de cette image de la ville, on refuse d'accepter les vulnérabilités, les fragilités de la ville. Et notre premier travail pour essayer de surpasser les difficultés qu'on peut rencontrer, d'aller vers un travail de résilience, ça passe justement par cette capacité à accepter ces risques. Mais alors, est-ce que les villes ont été vraiment des accélérateurs de transmission du virus? C'est aussi ce qu'on a pas mal entendu au moment de cette pandémie, des villes plus vulnérables aux pandémies et aussi plus accélérateurs de transmission du virus. Est-ce que c'est un facteur aggravant d'habiter en ville? Alors, là encore, ça a été l'objet de grands débats, aussi bien en France qu'ailleurs. L'un des articles, l'article de Laurent Perrin, architecte de l'Institut, montre bien que dans le fond, ça a renouvelé un vieux débat entre d'un côté le modèle de la ville étalée de Los Angeles et puis de l'autre côté le modèle de la ville dense de New York, avec cette idée que le modèle finalement de la ville étalée, qui est le modèle de l'automobile, serait préférable dans ces cas-là au modèle de la ville dense. La réalité, c'est que si on regarde bien, et c'est ce qu'il a fait, un peu ce qui s'est joué en termes de densité et contamination sur les différentes villes, c'est un élément, un facteur parmi d'autres, mais bien entendu pas le seul. Il faut regarder aussi les stratégies d'endiguement. Pourquoi dans les métropoles japonaises, coréennes, ils ont réussi à endiguer en grande partie le phénomène, alors même que vous êtes sur des densités encore plus importantes, parce que la densité n'est pas en soi, et c'est très juste ce que dit Michel Lussot, n'est pas en soi pathogène. Tout dépend aussi de la manière de vivre dans ces espaces denses. Et ça, c'est une grande leçon, et on le voit très bien aussi à travers ce qui s'est joué en Île-de-France. Nos collègues le démontrent lorsqu'elles travaillent sur ces enjeux de la disparité des inégalités en Île-de-France, la disparité face au Covid. La densité est indiscutablement un facteur, mais qui est un facteur qui mérite fortement d'être nuancé, parce que, de fait, dans ces espaces denses, il y a souvent plus de promiscuité, mais en même temps, ce sont les lieux où il y a un accès meilleur aux soins. C'est aussi dans ces lieux où, en grande partie, vous avez une partie de la population, une grande partie qui a un capital social, culturel plus élevé. Et donc, il y a à la fois cette possibilité, cet avantage finalement de métropolitain qui fait que, on peut plus facilement parer d'une certaine manière à ces crises pandémiques. Voilà, c'est une des forces de cet ouvrage. C'est à la fois son aspect collectif avec vos différentes casquettes à tous et les réflexions que vous pouvez apporter à cette question, et aussi l'aspect comparatif. On va le voir notamment avec votre domaine aussi de spécialisation, Magali Reguezza, c'est-à-dire sur les questions climatiques et écologiques. C'est cette idée d'aller voir ailleurs comment ça s'est passé, en Asie, aux États-Unis, quelle préparation, impréparation aux catastrophes, et qu'est-ce que des pays étrangers confrontés à ce type de situation ont à nous apprendre. J'en reviens juste un peu à l'Île-de-France quand même sur cette question des effets de la pandémie avec, vous l'évoquiez Magali, l'exode urbain. On a beaucoup entendu dire que le phénomène s'est accéléré, que des Parisiens cadras, bien installés dans la vie, ont choisi de télétravailler et de partir à la campagne. Est-ce que cet exode urbain, Paris à l'appui, est réel? On va écouter les mots de l'urbaniste Jean-Claude Drian, interrogé dans Les Matins de France Culture en octobre dernier. On voit bien que depuis maintenant plusieurs décennies, Paris perd des habitants, plus de 10 000 par an, au profit de la première couronne d'abord et de la deuxième couronne de l'Île-de-France. C'est vrai aussi dans une moindre mesure, mais pour d'autres grandes villes. Et on voit qu'on a eu un mouvement depuis une vingtaine d'années de Paris vers d'autres métropoles comme Nantes, Bordeaux, Rennes, qui ne sont pas du tout du rural, qui sont des grandes villes. Et ce mouvement, il n'a aucune raison de s'arrêter.
on a des prix qui augmentent. On a des prix qui augmentent dans des départements qui touchent l'Île-de-France. Voilà, en dehors de l'Île-de-France, mais l'Eure-et-Loire, l'Aube, Lyon, où là, on observe effectivement des hausses de prix de maisons. Alors, exode urbain, le terme est un peu fort. En tout cas, il semblerait qu'il ne soit pas aussi massif que l'exode rural à l'époque. Pour autant, est-ce qu'on est capable de quantifier un peu ce phénomène ? Alors, je pense qu'il y a 2 temps à voir. Il y a eu d'abord le temps du confinement, qu'évoquait tout à l'heure Magali. Ça renvoyait à cette idée que les Parisiens ont massivement quitté l'Île-de-France. La réalité, c'est que une étude de l'Institut a montré que c'est un Francilien sur 9 qui a quitté l'Île-de-France, enfin, qui a quitté son domicile, pardon. Et le temps du confinement. Le temps du confinement, mais qui a quitté son domicile, mais 50% sont restés néanmoins en Île-de-France. On ne peut pas dire que ce soit massivement. Donc une partie est partie et a quitté son domicile, mais ça reste relativement peu important. Si on regarde les tendances, effectivement, sur l'idée d'un exode, non, il n'y a pas d'exode. Il y a indiscutablement une attractivité pour un certain nombre de villes petites et moyennes qui vient de se renforcer. Si on regarde effectivement les derniers chiffres fournis par la FNAIM, on voit que des villes moyennes comme Brest aujourd'hui prennent 18% au niveau d'augmentation, au niveau notamment des maisons, donc un attrait plus particulier aussi pour les maisons. Mais j'allais dire là encore, et comme le disait M. Drian, le phénomène n'est pas nouveau, n'est pas lié uniquement à la période Covid et est aussi, d'une certaine manière, à relativiser si on regarde ce qui s'est joué en Île-de-France avant même le Covid. Et ce qu'on voit, nous, très bien se dessiner depuis une quinzaine d'années en Île-de-France, c'est aussi des villes petites et moyennes qui sont à l'intérieur de l'Île-de-France. Et j'entends les villes qui sont dans les franges internes de l'Île-de-France. C'est par exemple Montereau, Persan, qui est au nord, Montreux au sud, à l'ouest francilien, d'autres villes comme Rambouillet. Et ces villes-là, de manière étonnante, ont gagné des populations, déjà, avant même le Covid. Donc, c'est plutôt une bonne chose ou pas ? Enfin, le fait que le Covid ou la pandémie ait accéléré ça, le fait qu'on désengorge un peu les grandes villes. C'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on peut travailler, et ce que fait de longue date l'Île-de-France, sur l'idée qu'il y a des pôles de centralité et qu'il faut renforcer un certain nombre de ces pôles de centralité. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces villes, qui étaient des villes qui ont vécu dans l'ombre des villes nouvelles, parce qu'en Île-de-France, il y a eu cette construction des villes nouvelles qui étaient là pour désengorger Paris. Et donc, c'est l'ensemble de ces 18 ou 19 villes petites et moyennes qui se trouvaient aux franges internes de l'Île-de-France ont vécu dans l'ombre. Et aujourd'hui, elles ont tendance à regagner, à se faire, j'allais dire, un capital de désirabilité. Elles gagnent en désirabilité et c'est un mouvement important. Mais de là à dire que c'est un exode, on voit bien que ça ne représente pas des parts de population importantes. Il faut raison garder. Oui, beaucoup disent aussi que ce sont les maisons secondaires, pour ceux qui en avaient, qui ont peut-être trouvé une nouvelle fonction après la pandémie et sont devenus vraiment des deuxièmes maisons. En tout cas, on avait peut-être plus de temps à y passer, notamment puisqu'on est toujours autour de Paris, avec le Perche si on s'éloigne un peu. Mais ce n'est pas pour autant des changements de vie complets qui ont été réalisés. Vous aviez souligné tout à l'heure, Magali Reguetzazit, la question des inégalités. Deux de vos auteurs, Aurélien Rousseau et Luc Ginaud, rappelaient que les inégalités de santé resteront comme la principale gifle que nous ayons tous reçue au moment de cette pandémie, comme inégalité structurelle aussi des territoires et des habitants sur cette question de la santé. Mais le travail a été aussi révélateur, a été particulièrement touché par cette pandémie, entre ceux qui ont dû aller au front, effectivement, aller travailler, et notamment pendant les périodes de confinement, et ceux qui ont pu opter pour le télétravail. Le télétravail, c'est un grand changement aussi dans la vie de la ville. Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, il faut rappeler qu'une crise, ça ne crée rien. Une crise, ça révèle et ça accélère des choses qui étaient déjà présentes. Les crises, c'est en gros des catalyseurs, c'est-à-dire que ça accélère la réaction, mais il y avait déjà des tendances. Donc les crises sont des formidables accélérateurs de tendances et effectivement des révélateurs de transformations plus profondes. Effectivement, l'exode de Paris, enfin le fait que Paris et que les centres perdent de la population, c'est pas neuf. La croissance des franges métropolitaines, c'est pas neuf. Et pourquoi c'est pas neuf ? Parce que d'ailleurs, il y a des enjeux qui sont liés au foncier, à la qualité de vie. On s'est aussi beaucoup focalisé sur la région parisienne. Il faut quand même rappeler qu'elle est très particulière, cette région parisienne. C'est certes 11 millions à 12 millions d'habitants, d'accord,
Mais il s'est passé autre chose sur le territoire national. Ce qui s'est passé à Paris n'est pas exactement la même chose que ce qui s'est passé à Lyon, que ce qui s'est passé sur Lille, que ce qui s'est passé sur Marseille, qui sont là aussi des villes avec leur propre trajectoire, leur propre histoire. Et en fait, quand on regarde l'urbain, il va être très différent parce que, justement, cet urbain, il est très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la ville, ça peut être des tas de choses. C'est aussi bien des modes de vie qui fait que vous pouvez être urbain, complètement urbain, en vivant dans des franges périurbaines qui relèvent plutôt de la campagne, et être au contraire presque rural dans des périphéries de ville. Alors si on en revient au travail, effectivement, la crise a d'abord accéléré une tendance, qui était déjà une tendance forte, à ce télétravail qui avait été aussi beaucoup promu à un moment, quand on pensait que les métropoles allaient être des lieux de concentration de la mondialisation et qu'à cause justement d'Internet, de la visio, etc., on allait pouvoir finalement, la localisation n'aurait plus d'importance. On pourrait aller n'importe où puisqu'on pouvait se parler quasiment en temps réel et se voir. La pandémie a effectivement accéléré ce télétravail avec, on l'a vu, un facteur d'exclusion énorme. Nous, on l'a vu en tant qu'enseignants avec nos étudiants, parce que c'est bien beau de faire cours, d'avoir tout ce qu'on veut en termes de plateforme. On a toujours des étudiants qui n'ont pas accès à un Internet rapide, qui n'avaient pas accès à un ordinateur. Et donc, ça a été un facteur d'exclusion monstrueux. On l'a vu aussi pour l'enseignement à distance pour les petits. Enfin les petits ou les adolescents, où ça a été très compliqué. Et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'être prof, c'était pas juste un distributeur de cours, c'était qu'à un moment, il y avait un métier derrière. Ce métier qui passait par des interactions sociales. Et c'est bien tout le problème que pose la pandémie et le télétravail. C'est que ce qui fait la force d'une ville, c'est justement l'interaction sociale. C'est qu'à un moment, on ne peut pas, pour des tas de raisons, être dans la création, dans l'innovation uniquement à distance. Et c'est pour ça que la mondialisation n'a jamais conduit à une homogénéisation des territoires, au fait qu'on était indifférent aux localisations et qu'au contraire, on a concentré un maximum. Pour vous donner un exemple très concret en termes de recherche, c'est bizarrement pas la même chose de travailler un projet de recherche ou un article de recherche à distance qu'ensemble. La création, elle suppose à un moment du contact humain. Et donc, le problème qui va se poser très vite à la ville, c'est qu'au-delà de tous les poids que fait peser le télétravail sur, effectivement, la surcharge qu'on a vue, parce qu'on a bien vu, par exemple, que surtout les femmes, elles faisaient le télétravail, plus la garde des enfants, plus tout à la maison. On a vu aussi que les appartements n'étaient pas du tout adaptés au télétravail. Quand vous êtes deux à télétravailler dans des petites surfaces, c'est évidemment très compliqué. C'est pour ça que ça a un impact, cette diffusion véritablement massive du télétravail, aussi bien sur les individus, sur l'organisation des modes de vie, que sur l'organisation de l'entreprise, que sur les territoires. Les territoires... Ben c'est ça, qu'est-ce que ça change en termes d'organisation pour la ville, dans sa manière d'exister comme une sorte de petit laboratoire ou d'écosystème autonome? Ça va changer plusieurs choses. D'abord, ça va de fait, et ça a commencé déjà à avoir un impact sur le marché de l'immobilier de bureau, par exemple. Aujourd'hui, on sait, les premières tendances montrent que dans les dernières transactions, les nouvelles transactions, c'est 20% de moins des surfaces qui sont achetées aujourd'hui par les entrepreneurs. Ça va avoir un impact dans la manière même de concevoir la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se dire qu'il peut être aussi intéressant de créer des espaces de coworking dans des espaces résidentiels. Donc, ça veut dire une ville différente en termes de mixité qu'on va devoir penser. C'est une modification aussi sur la question des transports, donc des mobilités. Comment on essaye d'avoir un temps alterné pour favoriser des transports moins bondés à certains horaires, donc des heures creuses et des heures pleines. Donc, c'est une modification profonde que ça va venir apporter aussi bien à la vie des individus qu'à la vie des territoires. Et sans doute pas des territoires de manière aussi égale, parce que vous avez des territoires sur lesquels vous avez une majorité de télétravailleurs. Si je prends l'Île-de-France, on va dire c'est l'Ouest francilien, je fais un peu court, mais c'est ça. Et puis d'autres territoires où vous avez, parce que vous n'avez pas le même type de population, je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, mais des territoires où sont des travailleurs beaucoup plus précaires, qui sont dans des métiers qui ne permettent pas le télétravail. Et là, l'impact sera différent, même sur le territoire. Donc, c'est des questions profondes en termes d'aménagement que nous pose ce développement du télétravail, pas simplement pour les individus et les entreprises.
Plus la métropolisation s'accélère, plus le monde s'expose aux conséquences des catastrophes sanitaires, naturelles ou technologiques. 1,6 milliard d'habitants sont concernés dans le monde selon les Nations Unies. Rappelez-vous, dans cet ouvrage « Fragile métropole, le temps des épreuves » que vous avez co-dirigé, Tanguy Le Goff, avec Ludovic Fêtre. Et vous êtes avec nous jusqu'à 13h30, ainsi que notre deuxième invitée, la géographe Magali Reguezazit. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Autre menace sur la ville, autre danger pour la ville, le problème de l'énergie. Et on entre de plein pied dans les questions climatiques. On va écouter les mots à ce sujet de Jean-Marc Jancovici, sur le fait que la ville, comme mode de vie, est peut-être condamnée aussi pour des raisons énergétiques. Le fait urbain est un fait énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup d'énergie pour être capable de soutenir une ville parce qu'elle a besoin de flux qui ne prennent pas place en son sein. Par exemple, l'Île-de-France produit 6% de ce que mangent les Franciliens. D'où vient le reste? D'ailleurs, comme les Franciliens ne sont pas ailleurs, ça a été fait par des tracteurs, ça a été fait par des engrais, ça a été fait par des phytosanitaires. Ensuite, c'est transformé, transporté, emballé, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, dans un monde qui sera plus sobre en énergie, il va falloir pour partie faire le mouvement inverse. Donc effectivement, on ne pourra plus soutenir de grandes villes. Une conurbation à 10 millions d'habitants, ce n'est pas soutenable dans un monde sobre en énergie. Oui, j'insiste, ça ne sera pas soutenable. Puisque le Grand Paris, c'est complètement anachronique. C'est anachronique, le Grand Paris, absolument. Il faut faire maigrir Paris à partir de maintenant et pas grossir Paris. Oui. Il faut évidemment remettre du monde dans la ruralité et en particulier dans le travail de la terre. Ça pose évidemment un sujet économique, parce que ce n'est pas du tout comme ça aujourd'hui qu'on conçoit l'avenir de l'économie. Les gens ne sont pas vraiment confortables avec l'idée qu'il va falloir payer la nourriture plus cher, mais c'est quand même le sens de l'histoire. Elle nous coûtait beaucoup plus cher il y a 2 siècles qu'aujourd'hui, la nourriture. Elle coûtait beaucoup plus de la moitié de ce qu'on gagnait. Donc, il y a effectivement cette histoire qu'on essaye de raconter dans Le Monde sans fin, qui est que l'urbanisation de la population, c'est une marque de l'abondance énergétique, et que la décrue énergétique va forcer à penser un aménagement du territoire qui sera très différent. Voilà, cette question à prendre en compte, urgente aussi des raisons énergétiques. Magali, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Jean-Marc Jancovici qu'à l'avenir, il va falloir faire maigrir les villes plutôt que de les faire grossir pour des raisons énergétiques? Ce ne sera pas soutenable. Je suis au Conseil pour le climat avec Jean-Marc, mais pour le coup, on est en désaccord. Non pas que la ville, effectivement, n'est pas un puits énergétique sans fond. Mais ce discours-là, en fait, par exemple, si on prend la question de l'Île-de-France, l'Île-de-France est une région qui est au 4/5e, entre guillemets, naturel. C'est la première région agricole de France. Donc la question, c'est pas tant comment est-ce que effectivement la ville consomme de l'énergie, c'est où est-ce qu'on va localiser. Est-ce que par exemple il est normal effectivement qu'aujourd'hui on ne mange pas ce qu'on produit à côté de chez nous. C'est plus ces sujets-là en fait. Et donc la fin de la ville, en fait Jean-Marc Jancovici ici il mélange 2 choses qui sont réelles. D'un côté le mode de vie des urbains, qui nécessite derrière une société de consommation, beaucoup d'énergie et des modes qui ne sont pas sobres. Et la question de la ville elle-même comme concentration des populations, si on veut arriver au zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'il va falloir aussi à un moment limiter l'extension de certaines villes. Et donc il va falloir réfléchir. En fait, on a plein de modèles. Et là, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Oui, ça renvoie. Alors, sur le point de la dépendance énergétique, il n'a pas tort. Et c'est vrai qu'il y a un article qui montre bien que la région Île-de-France, par exemple, est très dépendante énergétiquement des énergies fossiles, même si elle a réduit sa dépendance depuis une vingtaine d'années. Mais au-delà de ça, ça renvoie aussi, comme vous le dites, à la question du modèle de métropole qu'on veut développer. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur un modèle, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment ce qu'on avait en tête, c'est le modèle de Londres. Voilà, tout le monde allait voir Londres et allait chercher une recette d'action publique à Londres. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, on va voir où maintenant? Alors, on va voir, je ne sais pas si on va dans d'autres contrées, mais on peut produire notre propre modèle. Et en tout cas, il y a d'autres modèles qui sont envisageables et qui prennent en considération, si je prends encore le cas de l'Île-de-France, comme disait Magali, 75% d'espaces ruraux ou à dominante rurale. Ce qui veut dire qu'on peut créer une métropole qui vit avec ces territoires. Mais ça veut dire une conception complètement différente de la métropole. C'est-à-dire on n'est plus sur une métropole qui a autour d'elle des territoires servants, ce qu'on appelle son hinterland, sur laquelle elle rejette toute la face noire de la ville. Non, c'est une métropole qui se dit on va travailler en s'appuyant sur nos ressources
ressources qui sont nos ressources agricoles, nos ressources en matière de biodiversité, nos ressources en eau, et créer un autre rapport entre ces territoires qui sont sur une forme d'égalité et non pas d'opposition permanente entre territoires servants et territoires dominants. On va quand même terminer avec vous ce concept clé qu'on a évoqué, Magali Reguezazi, de résilience. Quels sont les leviers du coup de la résilience, si ce mot est encore d'actualité pour les métropoles en termes d'aménagement du territoire? Comment elles vont pouvoir se repenser suite à cette pandémie? Alors aujourd'hui, on travaille sur 4 piliers qui sont ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire effectivement avoir une sorte de tempérance qui fait qu'on revoit nos besoins par rapport et qu'on les priorise. La question de l'inclusivité, c'est-à-dire cette réduction d'inégalités, parce qu'on voit bien que ce qui est vraiment le nerf de la crise, c'est ces inégalités sur lesquelles en fait la crise prospère et va se développer, et va s'amplifier. C'est aussi la question de la productivité, la production. Il ne s'agit pas de dire on arrête de produire, mais c'est qu'est-ce qu'on produit, pour qui et comment. Et puis, il y a aussi un enjeu de prévention, préparation, anticipation. Et là, il faut être très prudent. On ne peut pas demander aux individus de passer leur vie à s'imaginer qu'ils vont mourir de tout et n'importe quoi. En revanche, il y a des acteurs de la ville, et au-delà des acteurs publics et privés, qui ont eux comme devoir d'anticiper, de prévoir et d'écouter. Et donc, on ne peut pas plonger les citadins et les habitants dans quelque chose où on va leur dire « mais tout devient risque ». Par contre, il est de notre devoir d'intégrer dans l'urbain, dans la fabrique de la ville, une réflexion, une anticipation qui va toucher les composantes de la ville, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, la matérialité, les fonctions, l'organisation spatiale, où on met les choses, mais aussi derrière le politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Oui, qu'est-ce que c'est gouverne qu'être et à citoyen ? quelle échelle aussi. Exactement. Ça va se poser. Et puis la manière dont chacun d'entre nous, on se projette dans le territoire, c'est-à-dire en gros nos identités. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un urbain, un citadin ? Vous posez la question, personne n'aura la même réponse. Comment vous l'entendez, vous, Tanguy Le Goff, pour conclure ce terme de résilience? Ça passera par quoi, vous semblez dire dans l'ouvrage? Flexibilité, innovation, anticipation. Oui, alors ça, c'est les mots qu'on met dans gouvernance, dans résilience, avec cette idée que ça nous ouvre un horizon radieux. C'est la difficulté de l'usage de ce terme qui a tellement été utilisé, ça devient un mot valise, et qu'il faut être prudent avec parce que, en même temps, il nous dit quelque chose. Donc c'est l'importance de le mobiliser. C'est pour ça qu'on l'a également mobilisé en termes conclusifs. Mais ce qui me semble important, c'est 2 points. D'une part, ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, mais l'importance de l'acceptation de ce risque. Et l'acceptation de ce risque, elle passe véritablement par une connaissance de nos vulnérabilités et fragilités. Et ça renvoie à des questions fondamentales de formation. Et quand on dit les formations, ce sont précisément les décideurs, et c'est par là que termine d'ailleurs notre ouvrage sur le qui gouverne. Olivier Boraz a essayé d'analyser les problématiques qui ont eu lieu lors de cette période du Covid à l'échelle nationale en termes de gestion. Et il nous dit, dans le fond, il y a un problème aujourd'hui, c'est que nos décideurs ne sont pas du tout formés à la gestion de crise. Et là, il y a un vrai enjeu de fond, au-delà même de l'acculturation des populations, c'est gérer et anticiper à travers une formation de nos décideurs, à la fois politiques et administratifs. Voilà, et on ne les envoie plus à Londres, maintenant on les envoie à Taïwan, voilà. Aussi pour se former à tout ça, avec des exercices de gestion de crise multi-acteurs et une mobilisation de la mémoire collective. C'est aussi cet exemple-là que Taïwan nous a transmis. Je vous invite aussi à lire l'article passionnant sur le Liban, sur Beyrouth, traumatisé par l'explosion qui a eu lieu sur son port, article de Fouad Awada, et qui raconte aussi l'importance et du lien des âmes dans un quartier ravagé. L'urbanité ne peut pas tout. Fragile métropole, le temps des épreuves, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez co-dirigé et auquel vous avez participé. Merci beaucoup à tous les deux et à toute l'équipe de la Grande Table. À la réalisation aujourd'hui, Adrien Roch avec Jean Frédérix.